Nous sommes le jeudi 20 novembre et je continue à travailler sur l'astrologie et la façon dont l'astrologie est capable de déterminer la signification des configurations célestes, n'est-ce pas? Alors les astrologues, eux, ils ont une traditionnelle, disons jusqu'à présent, ils avaient une démarche qui était qui peut être formulée de la façon suivante, à savoir, vous voulez savoir quel est le signifié correspondant à tel astre, eh bien, regardez le nom de la planète. Si la planète s'appelle Mars, ben, le signifié, il est Mars. Si la planète s'appelle Saturne, le signifié est Saturne. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'astrologie traditionnelle part du principe que les termes mythologiques qui sont associés aux astres sont la réponse à la question quel signifiant et quel signifié. Donc, et ça, ils n'en débordent pas. L'idée qu'on leur dise mais non, il faut reprendre le problème à la base et se redemander à quel signifiant correspond tel signifié, pour beaucoup d'astrologues, c'est quelque chose qui est absolument inconcevable, irréalisable. Maintenant, le problème se pose aussi pour la tradition astrologique proprement dit, pas uniquement pour l'astronomie, avec les noms qui sont donnés, d'ailleurs entre parenthèses, par les astronomes concernant Uranus, Neptune et Pluton. Et puis probablement pour les autres aussi d'ailleurs. Et pour les aspects, pour les maisons, c'est pareil. Voilà, vous voulez savoir quelle est la signification, quel est le signifié accordé à telle position de l'astre au cours de la journée, regardez la maison et le nom de la maison. Si c'est la maison des frères et sœurs, si c'est la maison du mariage, si c'est la maison de la mort, etc. Donc tous les signifiés sont déjà en place pour nous dire ce que signifient les signifiants, ce dont le signifiant est porteur astrologiquement. Et donc, fin de compte, pour l'astrologue, il y a la tradition. Ce sont des savoirs traditionnels. Ce sont des savoirs traditionnels qui considèrent que le travail de mise en évidence de la nature du signifié par rapport au signifiant, il est déjà réalisé, il est déjà acquis, il est déjà au point. Alors, on a comme ça, donc, on a une sorte de polyastrologie, de polyastronomie, de polythéie, de polyplanétarisme, où chaque facteur est porteur d'une certaine signification qui est déterminée, qui est le signifié, qui est déterminé par la tradition, car le signifié, c'est toujours une affaire de tradition. Quand un enfant apprend à parler, on lui dit tel mot, ah ben ce mot-là, il a traditionnellement tel sens, telle signification. Le mot existe, oui, ça c'est le signifiant. Qu'est-ce qu'il signifie? Parce que l'enfant peut entendre un mot. Qu'est-ce qu'il signifie ce mot? Quand j'entends une langue étrangère, j'entends des gens parler, j'entends des signifiants, je n'entends pas des signifiés. Parce que je n'ai pas la tradition pour utiliser, pour se décoder. Donc j'entends des signifiants, et en apprenant la langue, je vais apprendre quels sont les signifiés qui sont associés à ces signifiants. Dans certains cas, quand ce sont des mots qui sont internationaux, qui sont empruntés à une autre langue, je peux le savoir. Bon. Mais, dans le cas de quelqu'un qui apprend l'anglais, par exemple, s'il dit to be or not to be, that is the question. Question, pour un français, il voit que ça veut dire question. Bon. Donc là, il n'a pas besoin qu'on lui explique ce qu'est le signifiant question en anglais. Il sait que le signifiant question en anglais, il renvoie au signifié qu'il lui-même connaît dans sa propre langue. Par contre, si le mot to be, par exemple, bon, bah, effectivement, comme my tailor is rich, là, on a typiquement ce genre de formule. My tailor, bon, bah, on voit bien que tailor est en rapport avec le tailleur, donc on voit le rapport, donc là, tout de suite, le signifié est tout de suite donné pour le locuteur francophone. Bah, et rich aussi, rich, bon. Donc c'est pas par hasard qu'on donne ces exemples, traditionnellement. Il y a cette espèce de rapprochement entre deux langues
l'anglais ayant massivement emprunté au français, comme chacun sait. Bon. Donc, nos astrologues, voilà, c'est un savoir qui est totalement traditionnel. Maintenant, il y a des astrologues comme Jean-Pierre Nicolas qui ont jugé bon de reprendre le programme à la base, dans les années 60. C'est-à-dire, on part du principe qu'on n'a pas de tradition et que les planètes, elles ont des noms, mais que ces noms, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est leur dimension astronomique, leur rapidité, leur distance au Soleil. C'est ce qu'il appelle le système RET. Donc, lui, le problème de Jean-Pierre Nicolas, c'est qu'il part du principe, et là encore, il est dans la tradition, dans une certaine tradition. Il part du principe que le système solaire dans son ensemble est la base du signifiant astrologique. Du signifiant astrologique. Il part du principe que les 12 signes du zodiaque, c'est la base du signifiant astrologique. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, il est disposé à renouveler la réflexion sur le signifiant astrologique, mais pas sur le signifiant astrologique. Il garde les aspects, il garde les signes, il garde les maisons, il garde les planètes. Bon. Il va reformuler les signifiés associés à ces différentes subdivisions et entités, mais il ne touche pas aux signifiants. Moi, en revanche, je ne procède pas comme ça. Non seulement je propose de repenser le signifié, mais préalablement, il faut repenser le signifiant astrologique. Et ne pas partir du principe que nécessairement les 12 signes ça fait référence, que les 10 planètes ça fait référence, que les maisons ça fait référence, et qu'il n'y a plus qu'à repenser le signifié. C'est ça qui est la rupture épistémologique entre Nicolas et Heilbronn. C'est que le signifiant astronomique lui-même, le signifiant astrologique lui-même, est repensé et reconsidéré. Alors vous me direz, ça fait quand même beaucoup de choses à reconsidérer. S'il faut repenser le signifiant et le signifié, etc. Bon, effectivement, Nicolas, en ne reposant pas la question du signifiant astrologique, il a déjà pas mal de problèmes qui sont supposés résolus. Mais le problème, c'est qu'il bâtit son astrologie sur un château de sable, sur du sable, sur des sables mouvants. Parce que justement, il y a là un postulat qu'on n'est absolument pas obligé d'accepter. Et pourquoi on ne l'accepterait pas ? Une des raisons pour lesquelles on ne l'accepte pas, c'est que nous avons là une profusion de signifiants. Bon, c'est vrai qu'il faudrait peut-être faire une petite parenthèse. Pour beaucoup d'astrologues, l'astrologie utilise tout ce qui est dans le ciel et elle explique tout ce qui est sur Terre. Là, il n'y a pas de problème. Le signifiant, c'est la totalité du ciel, et le signifié, c'est la totalité de ce qui est humain. Il y a aussi des positions qui sont intéressantes au niveau méthodologique, si on peut dire. Alors, donc, lui, il n'en est quand même pas là, mais puisque, en l'occurrence, notamment, alors, c'est vrai et c'est pas vrai, parce qu'en réalité, ces astrologues qui disent qu'ils utilisent la totalité du ciel, comme par hasard, aujourd'hui, ils n'utilisent pas les étoiles fixes, pas plus d'ailleurs Nicolas. Donc déjà, le signifiant astronomique, il est déjà appauvri, hein, donc c'est déjà, les gens diront, c'est toujours ça de gagner, puisque ça fait déjà un problème de moins, ça fait déjà moins de signifiants à considérer. L'ironie du sort, c'est que précisément, on en arrive à la conclusion, c'est que précisément ces étoiles fixes sont absolument essentielles au système astrologique. Et que donc, en croyant bien faire, en évacuant les étoiles fixes parce qu'elles ne font pas partie du système solaire, parce qu'elles sont trop éloignées, etc., ce qui n'a aucune importance au niveau du visuel tel que les sociétés traditionnelles pouvaient l'appréhender, on croit qu'on a déjà un petit peu mis de l'ordre. Pas du tout. De la même façon qu'au niveau des signifiés, on va dire qu'on ne va pas, par exemple, étudier la mort. Alors donc déjà, ça fait un problème de moins. Donc on essaie un petit peu d'alléger la balance des signifiants astronomiques, d'alléger la balance des signifiés, mais bon, tout ça, ça n'est pas très sérieux, c'est pas très suffisant en tout cas. Donc effectivement, il est important de procéder, de voir comment on peut procéder pour déterminer quels sont les signifiants
astrologiques qui sont réellement opérationnels, et pas ceux qui auraient pu l'être. Et là, il faut être historien, parce que ce n'est pas la science astronomique qui va nous dire ce qu'a été l'histoire de l'astrologie. Même si l'astronomie peut expliquer certaines évolutions de l'astrologie, néanmoins, elle ne nous dit pas quelles sont les planètes qui ont été choisies. De même que ce n'est pas l'astronomie non plus qui nous dit quelles sont les significations des planètes, parce que même si l'astronomie véhicule les significations, les noms des planètes, elle ne prétend pas valider ou entériner en quoi que ce soit les noms des planètes. Bon. Même si elle a pris l'initiative de nommer Uranus, Neptune et Pluton et Cérès et Pallas, Junon, Vesta et compagnie. Bon. Ce qui crée une ambiguïté supplémentaire pour les astrologues, qui sont obligés de reconnaître aux astronomes une sorte de capacité prophétique à savoir la signification des planètes qu'ils découvrent. Bon, passons. Et en sorte, les astronomes seraient les instruments, les messagers de Dieu, puisque c'est eux qui découvriraient les planètes au moment où l'humanité aurait suffisamment acquis une certaine conscience, etc., et qui nommeraient les planètes. Bon, là on est dans une sorte de mystique sur laquelle je ne rentrerai pas. Mais, effectivement, et là je ne vais pas le faire maintenant, mais effectivement, le travail en amont, c'est bien de déterminer ce que les sociétés traditionnelles d'il y a plusieurs millénaires ont pu vouloir utiliser du cosmos. Qu'est-ce qu'elles ont retenu? Pourquoi faire? Et c'est là que j'ai développé tout un travail pour montrer quels étaient les besoins, quelles étaient les connaissances qui ont présidé au choix du signifiant astrologique initial. C'est-à-dire quels sont les éléments de l'astronomie que l'astrologie a pris en compte et ceux qu'elle a laissés de côté. Ça, c'est un peu compliqué en plus par les recherches de Gauquelin qui ouvrent un autre champ de travail sur lequel je ne reviendrai pas pour l'instant, et dont j'ai parlé dans mon selfie sur Babel 1 et Babel 2, mais enfin, ne compliquons pas les choses. Oublions Gauquelin, et donc, effectivement, nous avons besoin d'une seule planète. Et nous avons besoin d'une planète qui ait une vitesse de révolution suffisamment longue, qui n'est pas la Lune qui est trop rapide, mais qui ressemble à la Lune, qui est une sorte de super-lune, de l'octave supérieure de la Lune, c'est-à-dire Saturne qui a 28 ans pour la Lune qui a 28 jours, avec des semaines de 7 ans pour la Lune qui a 7 jours. Donc moi j'explique que c'est la genèse du phénomène, la genèse de la pensée astrologique qui a fonctionné sur cette base de l'axe Lune-Saturne, qui existe aussi dans l'astrologie traditionnelle, puisque la Lune, par exemple, domine le signe du Cancer, Saturne domine le signe du Capricorne, enfin, ou la Lune, ou alors il y a les luminaires qui occupent Bélier, Taureau, et puis Saturne exalté en Balance qui est à l'opposé, etc. Donc il y a bien une dialectique Lune-Saturne, luminaire-Saturne, qui est bien connue dans la tradition astrologique et qu'on retrouve notamment chez Ptolémée et chez Firmicus Maternus. Bon, mais néanmoins, bon, il y a eu ce travail de fait, et une fois qu'on a bien designé, repensé le signifiant astronomique, ce que n'a pas fait du tout Nicolas, à ce moment-là, il faut le confronter à la réalité socio-politique du monde et progressivement constater, observer s'il y a des cycles dans cette réalité elle-même, des cycles qu'on peut observer par eux-mêmes, pas par l'astrologie, pas par l'astronomie, et progressivement établir des rapprochements entre la cyclicité des signifiants astronomiques, notamment sur la base conjonction, disjonction par rapport aux 4 étoiles fixes royales, et puis la cyclicité de la vie sociale par rapport justement au statut des leaders. Voilà. Bon, c'est très résumé ce que je veux dire là, mais ce que j'ai voulu faire comprendre ici, c'est que pour les astrologues, le problème ne se pose absolument pas. Même pour Patrice Guinard, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des planètes, ces planètes ont des noms, parce que les étoiles fixes, elles n'ont pas vraiment des noms, elles n'ont pas de nom mythologique, donc c'est pour ça qu'on les élimine, n'est-ce pas? Elles portent la mythologie, on apprend ça en 6e, bon, donc tout le monde connaît la mythologie.
Donc ces planètes ont des noms, c'est la mythologie, on connaît, on est habitué à ces dieux, à ces divinités. Donc on garde ça. Les maisons, bon, elles parlent des différentes activités humaines, on comprend très bien. Les signes zodiacaux, bon, on comprend à peu près aussi, c'est des symboles, c'est du symbolisme, des archétypes, etc. Les aspects, bon, d'accord, il y a le bon, mauvais aspect, etc. Donc ça, c'est à faire classer, c'est acquis. Et puis après, donc ces planètes sont désignées, donc elles sont déjà un corpus en elles-mêmes, et quand un corpus de signifiants, et comme elles sont désignées et qu'elles portent des noms qui ne sont pas n'importe quel nom, eh bien on a aussi leur signifié. Donc on a tout. On a la division spatiale, le nombre de facteurs à considérer, et par-dessus le marché, on a aussi les significations, puisque ces objets, ces divisions portent des noms, portent des significations, et bien voilà. Donc on a tout le système est accompli. Et donc finalement, on est obligé de considérer qu'avec moi, c'est tout un cycle qui s'achève en quelque sorte, tout un cycle sémantico-sémiotique qui s'achève, et on reprend le problème à la base. Donc on est complètement dans la démarche des cartésiennes. Nicolas entendait quelque part se placer dans cette démarche cartésienne, si ce n'est qu'il a fait l'impasse totalement sur le signifiant astronomique. Sauf qu'il n'a pas pris en compte les étoiles fixes, qui est une erreur d'ailleurs, mais il a pris en compte la totalité des planètes dans son RET, notamment dans Nombre et forme du cosmos, qui est paru, je pense, en 77, peu importe, ou même plus tôt. Donc par conséquent, il a repris tous les signifiants de l'astrologie, mais il n'a pas retenu a priori les noms associés à ces signifiants. Et c'est là qu'il a fait ce travail. Donc il a fait le travail à moitié. Et moi je l'ai fait globalement.